Le secret des fortunes. Pourquoi certains deviennent riches alors que d'autres stagnent? Spoiler, ce n'est pas une question de travail acharné ni de chance. La vérité, c'est que les plus grandes fortunes ne se sont pas construites avec de l'effort, mais avec un état d'esprit bien précis. Un bon investisseur ne se contente pas de travailler dur, il comprend les règles du jeu et sait éviter les pièges qui ruinent les autres. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo est la deuxième partie de ma synthèse sur le livre La psychologie de l'argent, un livre qui m'a profondément marqué et qui pourrait changer ta vision de l'investissement. Au programme, pourquoi l'histoire ne peut pas prédire l'avenir et comment éviter les fausses prédictions. L'importance d'une marge d'erreur pour survivre aux imprévus, le véritable prix du succès en investissement et pourquoi la plupart des gens refusent de le payer. Et surtout, on verra en fin de vidéo ce qui différencie vraiment ceux qui amassent des fortunes des autres. Tu es prêt? Alors c'est parti. Chapitre 12. Surprise. Pourquoi l'histoire ne peut pas prédire l'avenir? Nous avons un réflexe naturel, utiliser l'histoire comme modèle pour anticiper l'avenir. Après tout, si quelque chose est déjà produit, il pourrait se reproduire, non? Sauf que l'histoire, c'est avant tout l'étude des événements qui ont créé la surprise. Et pourtant, les investisseurs continuent de s'en servir comme une boule de cristal. Des choses qui ne s'étaient jamais produites, ils s'en produisent tous les jours. On ne saura probablement pas prédire les événements exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui vont changer la donne. Les événements de traîne ont des effets boule de neige. Un événement de traîne, c'est un événement rare et imprévisible, mais qui a un impact énorme et déclenche une réaction en chaîne, avec des conséquences bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Voici un cas concret. Il y a eu des attentats aux USA, ce qui a amené à une baisse des taux d'intérêt pour relancer l'économie. Ça a alimenté une bulle immobilière gonflée par l'accès au crédit. Tout ça mène à la crise financière de 2008 qui a eu pour effet un chômage massif et à l'explosion de la dette étudiante car plus de personnes retournaient aux études. Le lien entre les attentats et la dette étudiante, personne n'aurait pu le prévoir. Mais c'est un événement de traîne, une cause unique qui crée des effets en cascade sur des décennies. Moralité, l'histoire est pleine d'événements de traîne, c'est pour ça que prédire l'avenir est presque impossible. Vous voyez maintenant pourquoi le futur nous réserve toujours des surprises. On évolue dans un monde régi par un petit nombre d'effets de traîne inédits. Le monde se prête mal aux anticipations. L'histoire de l'investissement et de l'économie permet d'ajuster ses attentes, de comprendre ce qui pousse souvent à l'erreur, et donc ce qui a tendance à fonctionner. Mais l'histoire ne peut pas servir de modèle pour prédire l'avenir. L'investissement, ce n'est pas une science exacte, c'est un tas de gens qui prennent des décisions imparfaites sur la base d'informations incomplètes avec un impact potentiellement colossal sur leur bien-être. De quoi rendre cupides et paranoïaques les plus intelligents d'entre nous. Les investisseurs ressentent des émotions, c'est pourquoi il est si dur de prédire leur comportement futur, en se basant sur des actions passées. Lorsqu'il s'agit d'argent, nos actions sont principalement basées sur des histoires que nous nous racontons. Par exemple, je ne vais pas investir dans une entreprise liée au monde du tabac si je suis convaincu que le nombre de fumeurs est en chute libre. Or, nos convictions ne sont pas fixées une bonne fois pour toutes. Elles varient selon les cultures et les générations, elles évoluent constamment. Ne tombez pas dans le piège de la confiance excessive. On glorifie souvent ceux qui ont survécu à des crises économiques comme s'ils détenaient la clé pour anticiper les prochaines. En réalité, c'est souvent l'inverse. Avoir vécu un événement donne une fausse assurance qui biaise notre perception du futur. Les grands tournants de l'histoire ne sont pas prévisibles. Un tout petit nombre d'événements exceptionnels produisent des effets démesurés. Pensez à la Seconde Guerre mondiale, la bulle Internet ou encore 7 personnes qui ont marqué l'histoire. Le moustachu, l'autre moustachu, Mao, Edison, Bill Gates, Martin Luther King et Galileo Principe. Si ces 0,0000004% d'individus n'avaient pas existé, notre monde serait méconnaissable des frontières de technologie actuelles. La leçon? Ne croyez pas aveuglément au modèle historique. Plus on remonte dans le passé, plus les leçons doivent être générales. L'humain restera toujours guidé par la cupidité, le stress et la peur, mais les industries, les tendances et les marchés changeront constamment. Chapitre 13. La marge d'erreur. Préparer l'imprévisible. Et si tout ne se passait pas comme prévu? Quand vous faites des prévisions, il faut intégrer qu'elles seront probablement fausses. Un joueur de blackjack qui compte les cartes sait qu'il joue avec des probabilités et pas des certitudes. C'est là qu'intervient la marge de sécurité. Elle ne sert pas à prévoir l'avenir, mais à survivre aux erreurs.
L'exemple de Bill Gates. Au début de Microsoft, ses résultats étaient faibles. Pourtant, il gardait de quoi payer 1 an de salaire à ses salariés à la banque. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un imprévu pouvait tout détruire. Posez-vous la même question. Êtes-vous vraiment capable d'encaisser une perte de 30% en bourse et sans paniquer? En théorie peut-être, mais en réalité, c'est souvent à ces moments-là que les meilleures opportunités se présentent et que les investisseurs prennent les pires décisions. Vous risquez de commencer à douter de votre stratégie au moment où les meilleures opportunités se présentent. Le fossé entre ce qu'on peut endurer en théorie et ce qui est émotionnellement supportable est une variable trop souvent négligée de la marge d'erreur. La solution est donc de toujours préparer une marge d'erreur. Par exemple, toujours anticiper un tiers de moins que la moyenne historique. La meilleure façon d'accéder au bonheur, c'est de mettre la barre très bas. Il faut aussi épargner son objectif précis pour les événements que vous ne pouvez ni prévoir ni imaginer. C'est pour ça que je conseille de toujours garder une partie de son argent dans des livrets. En investissement, le but, ce n'est pas d'être parfait, le but, c'est de survivre. Parce que les plus gros risques, ce ne sont pas ceux qu'on imagine, ce sont ceux qu'on ne peut même pas imaginer. Vous pouvez anticiper toutes les possibilités imaginables, sauf celles qui sont trop folles pour être imaginées. Or, ces dernières sont souvent plus dommageables, car elles sont plus fréquentes que vous ne le pensez et que vous n'avez pas de plan pour y remédier. Vous pouvez vous protéger des conséquences désastreuses de ces risques en évitant de dépendre d'un seul facteur critique. C'est le principe du point unique de défaillance lié à la loi de Murphy. Un point de défaillance, c'est un élément dont dépend tout le système. S'il tombe en panne, tout s'effondre. Et la loi de Murphy stipule que tout ce qui peut mal tourner finit toujours par mal tourner. Si vous dépendez d'une seule source de revenus, d'un seul client, d'un seul investissement, vous prenez un risque énorme. En entreprise, une boîte qui dépend que d'un seul client, s'il part, c'est la faillite. En investissement, c'est pareil. Si vous mettez tout sur une action et qu'elle chute, c'est terminé. Dans la vie perso, c'est pareil. Dépendre uniquement de son salaire sans épargne, si vous êtes viré, c'est la galère. Donc maintenant, comment se protéger? Il faut diversifier, avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs investissements. La meilleure stratégie, c'est d'épargner sans objectif précis pour faire face aux imprévus que vous ne pouvez ni anticiper ni comprendre à l'avance. En conclusion, apprenez à naviguer dans la certitude. Nous vivons dans un monde où une poignée d'événements imprévus ont un impact dévastateur. La seule vraie protection, c'est d'adopter une approche flexible et prudente. Ne basez pas tout sur l'histoire, elle explique le passé mais ne prédit pas le futur. Prévoyez une marge de sécurité pour tenir dans les pires moments et ne cherchez pas à être un génie, cherchez à durer. Chapitre 14. Vous ne serez pas toujours le même. Vous pensez savoir ce que vous voudrez dans 10 ans, détrompez-vous. On a tendance à croire que nos objectifs sont gravés dans le marbre, mais en réalité, nos envies et nos priorités évoluent avec le temps. C'est essentiel à comprendre, et surtout en investissement. Pourquoi? Parce qu'une bonne stratégie ne doit pas être adaptée seulement à votre situation actuelle, mais aussi flexible pour s'adapter à votre avenir. Prenons un exemple. Aujourd'hui, mon PEA est bloqué pour un peu plus de 2 ans pour profiter de la carotte fiscale. Pour l'instant, ça me convient, mais si l'année prochaine je décide d'acheter un appartement ou de partir vivre à l'étranger, je me retrouverai coincé. Résultat, je serai obligé de casser mon plan d'épargne et d'aller à l'encontre de ma propre stratégie d'investissement. Nous sommes très mauvais pour prévoir notre propre évolution. Vous ne me croyez pas? Seuls 27% des diplômés du supérieur occupent un emploi en rapport avec leurs études. Et 29% des parents au foyer ont un diplôme du supérieur. Ce qu'on croyait être un choix définitif finit souvent par être remis en question. Avec ça en tête, quel est le secret de la longévité financière? L'équilibre. Pour éviter les regrets futurs, il faut chercher à être flexible dans tous les domaines de sa vie. Taux d'épargne annuel, quantité de loisirs, durée de transport, temps consacré à sa famille, et surtout, accepter que changer d'avis, ce n'est pas un échec. Abandonner un objectif financier fixé il y a 5 ans peut être la meilleure chose à faire aujourd'hui. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous sûr que les choix que vous faites aujourd'hui correspondent à la personne que vous serez demain? Chapitre 15. Rien n'est gratuit. Tout a un prix, mais certains coûts ne sont pas affichés sur l'étiquette. En investissement, beaucoup refusent de payer le prix parce qu'il ne ressemble pas à une dépense classique. Ici, la facture ne se présente pas sous forme de frais clairs et visibles. Elle se manifeste autrement. Volatilité, crash boursier, incertitude, période de doute. Le piège, c'est d'essayer d'éviter ces coûts, ce qui finit souvent par les rendre encore plus lourds. Le problème,
c'est lorsque ça arrive, par exemple un crash boursier, on n'a pas l'impression d'acquitter des frais pour quelque chose de bon, mais plutôt de subir une sanction pour avoir fait quelque chose de mal. Or, si la plupart des gens sont disposés à acquitter des frais, ils cherchent plutôt à éviter les sanctions, c'est-à-dire prendre des décisions pour éviter ces éventualités. Résultat, on panique, on va en pire moment, et on se jure d'éviter cette situation à l'avenir, en prenant des décisions qui nuisent encore plus à notre performance. La clé, c'est de changer de perspective. Plutôt que de voir la volatilité comme une sanction, il faut la considérer comme un ticket d'entrée pour obtenir de bons rendements. L'astuce, c'est d'accepter ces frais invisibles comme une condition normale du jeu. Les marchés récompensent ceux qui sont prêts à payer le prix. Le coût, en termes de volatilité ou d'incertitude, autrement dit le prix à payer pour faire des profits, correspond aux frais pour accéder à des rendements plus élevés que le cash ou les obligations. La ruse est de vous convaincre que les frais du marché valent la peine d'être acquittés. Chapitre 16. Vous et moi. Attention à ne pas imiter des gens qui jouent à un jeu financier différent du vôtre. Quel prix devrais-je payer aujourd'hui pour une action Google? La réponse dépend du jeu. Est-ce que vous vous projetez dans 30 ans? Auquel cas, il faut analyser les flux de trésorerie actualisés sur les 30 prochaines années. Est-ce que vous envisagez de vendre dans les 10 prochaines années? Il faut étudier le potentiel des valeurs technologiques dans les prochaines décennies, ainsi que les capacités des dirigeants de Google à concrétiser leur vision. Ou est-ce que vous avez l'intention de tout liquider dans moins d'un an? Soyez attentif au cycle de vente des produits Google et aux signes avant-coureurs d'un marché baissier. Et si vous êtes day trader, la notion de prix raisonnable n'a pas de sens pour vous, car votre mission consiste à gratter quelques dollars sur chacune des opérations entre maintenant et la fin de la journée. Quand les investisseurs ont des objectifs et des horizons de temps différents, un prix ridicule pour un paraîtrait comme parfaitement raisonnable pour un autre. Si un titre a le vent en poupe car son prix ne fait que monter, quelques traders à court terme vont estimer qu'il va continuer sur sa lancée. Le petit laps de temps dont ils ont besoin pour en profiter. Quand un actif monte depuis un certain temps, il a tendance à attirer l'attention. Les investisseurs se ruent dessus pensant que la tendance va continuer. Certains investisseurs ne cherchent pas à garder les titres pendant un long moment, mais à profiter des hausses rapides. Tant que le prix monte, ils achètent, pensant revendre plus cher juste après. À un moment, ces spéculateurs deviennent plus nombreux que les investisseurs à long terme, qui eux analysent les fondamentaux de l'actif. La demande artificielle fait encore plus monter le prix, attirant encore plus d'acheteurs et c'est l'emballement. Résultat, une bulle, c'est-à-dire un prix qui ne reflète pas la valeur réelle de l'actif, mais uniquement l'euphorie du marché. À un moment, l'euphorie retombe et tout le monde essaie de vendre au même moment, et les prix s'effondrent brutalement. Quand un actif monte trop rapidement sans raison fondamentale, c'est souvent un signe de bulle alimenté par des investisseurs à court terme. Les bulles se forment lorsque l'élan ascendant des rendements à court terme draine suffisamment d'argent pour que les investisseurs à court terme prennent le pas sur les investisseurs à long terme. Conclusion, l'ultime leçon des riches. Après tout ce qu'on vient de voir, une chose est claire. L'investissement n'est pas une science exacte, mais un jeu de survie. Les règles à retenir? Ne te fie pas aveuglement à l'histoire. Ce qui s'est passé hier ne garantit pas ce qui se passera demain. Prends en compte une marge d'erreur, qui n'est pas l'investissement parfait qui te rendra riche, mais ta capacité à tenir sur le long terme. Accepte de payer le prix. L'incertitude et la volatilité ne sont pas une punition, mais le coût à payer pour espérer des rendements attractifs. Et surtout, la clé ultime de la réussite financière, c'est de jouer à ton propre jeu. Si tu imites ce qui a un horizon de temps différent du tien, tu feras des erreurs qui vont te coûter cher. Si tu cherches des astuces pour éviter l'incertitude, tu finiras par payer plus cher. Les fortunes ne se construisent pas sur des paris à court terme, elles se construisent avec une vision, de la discipline et une compréhension profonde des dynamiques financières. Maintenant, dis-moi en commentaire quel concept de cette vidéo t'a le plus marqué, et surtout, penses-tu être prêt à jouer à ce jeu sur le long terme? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, je t'invite à regarder la partie 1. Tu peux aussi liker et partager, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!